Et dans cette vidéo, on va voir comment investir en immobilier en 10 étapes. 10 étapes cruciales et indispensables. Alors bien sûr, ce sera une vidéo assez longue, assez dense, je pense la plus longue de ma chaîne. Euh, on va voir également que parmi ces différentes étapes, il existe plusieurs sous-étapes. C'est une liste qui n'est pas exhaustive parce qu'il y a beaucoup trop de détails, beaucoup trop de choses à voir. Mais en tout cas, je vais essayer d'apporter un maximum de valeur, un maximum de conseils et de points importants à vérifier avant chaque étape pour que ton opération immobilière se déroule au mieux selon la stratégie que tu auras choisie au préalable. Première étape, la plus importante et à mon sens la plus souvent négligée, c'est la structuration. Je ne cesse de le répéter, mais bordel, structurez-vous, ayez un plan d'action clair, ayez une vision claire de vos investissements, de ce que vous voulez, et sachez par où commencer. Est-ce que votre objectif, c'est plutôt de vous dégager un revenu complémentaire pour ne plus dépendre à 100% de votre travail, pour pouvoir vous mettre à 80%, pour pouvoir vous offrir davantage de vacances, davantage de sorties entre amis, en famille? Est-ce que votre objectif, c'est de générer des plus gros revenus, peut-être à terme, dans quelques années, de carrément quitter votre emploi pour vivre de l'immobilier de façon professionnelle? Je parle pas de devenir rentier, parce que j'entends trop souvent ça, trop souvent de promesses de gens qui vont devenir rentiers avec un cash flow de 2 000 € par mois. Arrêtez de tomber dans le panneau, les gars. C'est un rêve trop idyllique. Oui, 2 000 € par mois, c'est bien, mais ça sera pas constant. Vous allez avoir des charges à payer à côté. Et puis 2 000 €, qu'on s'entende, c'est pas avec 2 000 € qu'on vit bien. Surtout si on ne se repose que sur un seul facteur, que sur un seul élément, que sur un seul type de revenu, qui est aussi instable et aussi insécure que l'immobilier si on s'y prend mal. Donc, ayez un plan d'action clair et défini. Ne foncez pas tête baissée, structurez-vous avant. Et ensuite, on peut passer à la seconde étape. Une fois que vous avez votre vision claire et définie, une fois que vous avez un plan d'action qui vous correspond, qui est sur mesure pour vous, vous allez pouvoir commencer à analyser votre secteur, ou analyser en tout cas les secteurs qui sont autour de chez vous. C'est ce que je conseille pour débuter. Évitez de vous rendre trop loin de chez vous. Partez à 1 heure et demie grand max de chez vous pour pouvoir avoir le temps de gérer votre opération, de vous déplacer pour les différentes visites, de vous déplacer plus tard pour le suivi de chantier, pour les travaux, pour la mise en location, etc. Vous allez perdre beaucoup d'énergie sinon, beaucoup de temps et vous démotiver très vite si vous pensez, et si vous faites l'erreur de penser qu'autour de chez vous il n'y a rien, que vous êtes dans un vide locatif, un vide immobilier. Partout en France, c'est possible d'investir, même à la campagne, vous pouvez avoir un rendement incroyable. Même dans des petites villes dont vous ne douteriez pas de la rentabilité, vous allez pouvoir faire des super opérations. Donc ne vous limitez pas à des croyances, à ce que vous entendez. Allez voir par vous-même, analysez votre marché, analysez votre secteur, allez comprendre en profondeur les enjeux des développements de telle ou telle ville, de tel ou tel quartier, de telle ou telle rue. Allez vraiment dans le détail, pousser la chose à fond et commencez à prospecter intelligemment. Commencez à vous créer un réseau également. N'hésitez pas à aller démarcher par vous-même les agences, à les contacter, à parler de votre projet, à parler de votre vision, de votre structuration et de vos objectifs. Et dites-leur clairement que vous êtes là pour un partenariat long terme, que vous êtes là pour travailler professionnellement, pour travailler sérieusement. Et voilà, dites-leur tout simplement la vérité, dites-leur ce que vous recherchez, votre montant d'acquisition, est-ce que vous cherchez un projet avec travaux ou non, mais la plupart du temps, ça sera le cas. Dans quel secteur, dans quel quartier vous souhaitez investir précisément. Voilà. Faites tout ça. Bâtissez votre réseau, un réseau solide. Gagnez la confiance des professionnels de l'immobilier. Et vendez-vous bien pour qu'ils puissent vous suivre et qu'ils puissent vous proposer assez rapidement des opportunités et qu'ils comprennent votre vision et qu'ils comprennent que vous êtes quelqu'un de sérieux et qu'avec vous, ils vont pouvoir avancer sereinement. Une fois que vous avez analysé concrètement votre marché, que vous connaissez votre cible, parce que c'est un critère également trop souvent négligé, les gens vont partir tête baissée en ne prenant pas en compte la cible. Est-ce que vous allez louer plutôt à des étudiants? Est-ce que vous allez louer à des familles? Est-ce que vous allez louer à un couple avec ou sans enfants? C'est une vision claire qu'il faut avoir avant de se lancer pour pouvoir savoir dans quelle direction on va et quel type d'opération on va réaliser.
Donc une fois que vous avez tout ça, une fois que vous savez là où vous voulez investir, là où ça va correspondre à vos attentes et à vos objectifs, euh, passez à l'action. Commencez à faire des visites. Ne vous restreignez pas sur le nombre de visites que vous allez effectuer. Il y a un adage qui est plus ou moins vrai, mais on dit que pour 100 visites, vous allez remettre 10 offres, vous allez avoir une offre acceptée. J'ai souvent entendu ça. Si vous faites les choses bien, si vous optimisez tout, vous n'allez pas avoir besoin de 100 visites, je vous rassure. Vous allez avoir besoin peut-être d'une dizaine de visites bien choisies, bien sélectionnées. Sur les 10 visites, vous allez peut-être remettre un tiers d'offres. Et sur ce tiers d'offres, vous allez avoir le choix, parce que si vous faites bien les choses, il n'y a aucune raison que vos offres soient pas acceptées. Et il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à négocier de la bonne manière pour obtenir ce que vous voulez et pour que le vendeur accepte vos conditions en finalité. Donc une fois que vous avez trouvé, admettons, un bien qui remplisse tous les critères nécessaires à la concrétisation de votre projet, qui remplit tous les critères en adéquation avec votre vision, encore une fois, parce que les critères sont pas fixes. Faut pouvoir se projeter sur un projet, faut pouvoir anticiper, faut pouvoir avoir des solutions de secours au cas où celles qu'on s'était initialement projetées ne fonctionnent pas. Donc il va falloir valider techniquement et financièrement le bien. Comment? Simplement en prenant un maximum d'informations. Vous allez prendre un maximum d'informations, tout d'abord dans l'annonce que vous allez trouver, ensuite en appelant le vendeur, que ce soit le vendeur en direct ou un mandataire immobilier qui fera l'intermédiaire. Vous allez demander un maximum d'informations, tout ce qui est le détail des charges, la taxe foncière. Vous allez faire des estimations d'assurance propriétaire non occupant qui sont indispensables pour la location. Euh, Vous allez calculer tout ça. S'il y a des travaux à faire, vous allez faire une première estimation à vue d'œil, en gros de loin, que vous allez effectivement et évidemment valider par la suite, parce que vous pouvez pas rester comme ça à vous dire ok, je vais me lancer à tant de travaux, alors qu'en réalité vous n'êtes pas allé voir sur le terrain ce qu'il en est en réalité, parce qu'il peut y avoir des fois un gap énorme, même entre ce qui vous est annoncé dans l'annonce. On va vous annoncer 30 000 euros de travaux, en réalité il y aura le double parce que il y aura énormément de points cachés et que vous ne pourrez voir uniquement que sur place. Donc, récoltez un maximum d'informations, commencez à voir si ça peut correspondre à ce que vous êtes fixé, si l'opération est rentable ou non, si le rendement est bon ou non. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait une première validation financière, faites une seconde validation plus technique, allez visiter les biens, passez à l'action, euh, faites venir des artisans avec vous aussi. Si vous arrivez à faire venir des artisans sur la première visite, bah tant mieux pour vous. Je sais que c'est toujours un gap à franchir parce qu'on se dit toujours qu'on va les déranger, qu'on sait même pas si on va se positionner sur l'opération ou non. Mais les artisans sont là pour ça. Ça fait aussi partie de leur métier de se déplacer pour pouvoir faire des devis, pour pouvoir faire des estimations. Parce que s'ils savent pas ce qu'ils vont faire, bah, ils peuvent pas vous remettre de devis précis ou au moins de vous remettre un coût global d'une opération pour vous donner un ordre d'idée. Après, vous pouvez toujours négocier avec lui, vous pouvez toujours tirer les prix vers le bas. Il y a toujours moyen, d'une façon ou d'une autre, d'optimiser son opération sur le plan financier, sur le plan technique. Donc, allez valider tout ça. Et si, enfin, tout correspond, si vous savez que vous allez pouvoir encore ajuster, s'il y a des métriques d'ajustement qui restent, mais qui sont pas sur la partie technique et financière, mais qui viennent après, dans la façon dont vous allez réaliser les travaux, dans l'ameublement, dans la décoration, dans l'annonce que vous allez rédiger, et ben allez-y, remettez une offre. Donc on en arrive à la quatrième étape, remise d'offre d'achat. Encore une fois, c'est un critère trop souvent négligé parce que les gens vont remettre une offre assez basique, en règle générale, sans se protéger juridiquement. Vous allez dire, voilà, moi un tel me porte acquéreur du bien à telle adresse, à telle condition, vous allez faire signer et point à la ligne. N'oubliez pas que les enjeux sont gros. N'oubliez pas que les enjeux sont importants, vous vous engagez sur plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est quand même une décision cruciale dans votre vie d'investisseur, mais également dans votre vie de particulier, dans votre vie de tous les jours. Donc n'allez pas négliger des facteurs qui pourraient vous mettre en danger économiquement. Alors, vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre toutes vos économies, vous n'allez pas finir à la rue, mais ce serait quand même dommage sur de simples détails
de perdre des centaines, des milliers d'euros, ou même de perdre du temps tout simplement, parce que le temps, c'est de l'argent, et c'est un coût d'opportunité. Plus vous laissez le temps passer, plus vous laissez les opportunités passer, et plus vous manquez des chances de réussir vos opérations de la bonne manière. Alors, remettez une offre d'achat claire, détaillée. N'ayez pas peur de poser vos conditions, n'ayez pas peur de négocier avec l'agent immobilier ou avec le vendeur en direct. N'ayez pas peur de vous expliquer tout simplement et d'aller creuser le sujet, d'aller creuser voilà, pourquoi vous voulez telle ou telle condition, pourquoi vous proposez tel prix, et détailler précisément, de manière professionnelle et rigoureuse, tous les points clés de votre raisonnement. Et c'est uniquement comme ça que vous parviendrez à négocier correctement un bien et à faire accepter par le vendeur toutes vos conditions, que ce soit des conditions de financement, que ce soit des clauses d'urbanisme, que ce soit des conditions de ne pas mettre de séquestre. Il y a plein de détails comme ça importants qui peuvent vous faire gagner de l'argent et qui permettent d'optimiser au maximum votre opération. Une fois que votre offre d'achat est acceptée par le vendeur, vous pouvez en avoir plusieurs en parallèle. Vous pouvez monter plusieurs dossiers en même temps. Vous pouvez présenter plusieurs dossiers en même temps, vous les faire financer. Mais admettons que vous ayez déjà une offre acceptée avec vos conditions. C'est déjà une très bonne chose. Vous êtes protégé juridiquement. Vous avez validé votre opération au préalable. Maintenant, vous allez signer une promesse de vente chez un notaire. C'est une étape importante de se trouver un bon notaire. Un notaire qui comprenne également ce qui est inscrit dans votre offre. Qui comprenne votre vision de l'immobilier, ce que vous voulez faire. Et qui soit surtout de votre côté. Par pitié, ne signez pas de compromis ou de promesses de vente chez un agent immobilier ou dans une agence immobilière. Je sais que ça se fait, mais c'est une pratique très peu recommandée parce que vous allez manquer de protection à ce niveau-là, vous allez manquer de conseils, surtout de conseils de professionnels. Donc trouvez-vous un notaire qui plus est spécialisé dans l'immobilier ou qui a déjà fait des opérations, qui a déjà vendu des biens pour des opérations locatives, et qui s'y connaît tout simplement et qui sera à même de vous accompagner, à même de vous défendre et à même de vous donner les meilleurs conseils pour que ça aboutisse au mieux. Une fois que la promesse est signée, et même je dirais en amont de la signature de la promesse, vous aurez convenu de rendez-vous bancaire. Et là, c'est la bête noire évidemment de tout investisseur, l'obtention du financement, l'obtention du prêt bancaire, parce que sans argent, on finance pas d'opération, et sans financement d'opération, on fait rien. Et on développe ni son patrimoine, ni ses finances, ni ses compétences à investir. Donc vous aurez convenu des rendez-vous bancaires en amont. Évitez de donner trop d'informations. Commencez simplement par prendre rendez-vous de manière très classique. Vous souhaitez prendre rendez-vous avec un conseiller bancaire. Essayez de rechercher les meilleures agences, les agences les mieux notées, les plus référencées dans votre secteur. Demandez même à passer en direct si possible avec le directeur d'agence qui va avoir une délégation, c'est-à-dire qu'il va avoir un pouvoir de décision plus important. C'est-à-dire que dans certaines agences bancaires, vous allez avoir des directeurs qui vont pouvoir vous financer 300 000, 500 000, 700 000, 1 million d'euros parfois, sans avoir besoin d'une autorisation du comité de direction et du comité décisionnaire. Et ça, c'est un point clé si vous souhaitez avoir un partenaire bancaire long terme et sérieux. C'est une bonne chose d'avoir un partenaire bancaire qui puisse valider votre opération sans que vous ayez besoin de remplir davantage de conditions, qui comprend votre vision de l'investissement et qui comprend vos objectifs et qui comprend qu'il s'engage avec vous de manière sereine financièrement et qui ne place aucun risque direct sur votre tête. Donc, idem lors du rendez-vous, taisez-vous le plus possible. C'est de la psychologie pure, mais laissez parler le banquier. Ne dites vraiment que l'essentiel, n'allez vraiment qu'à l'essentiel. Ne répondez aux questions que lorsque c'est nécessaire et vraiment de manière précise. Ne vous étalez pas. N'allez pas donner des mauvaises cartes à votre interlocuteur qui va pouvoir retourner contre vous et qui vont pouvoir lui faire se dire là il y a quelque chose qui bloque, je sens qu'il y a un risque à tel ou tel niveau, ça va être compliqué de le financer parce que j'ai senti par exemple qu'il y avait une mauvaise gestion de ses finances, j'ai senti qu'il m'a parlé d'une autre opération en parallèle, j'ai senti qu'il n'était pas clair dans ce qu'il voulait dire, il en demandait trop, il négociait trop, enfin voilà. Restez-en à l'essentiel
Et surtout, prenez votre temps et préparez-vous. Préparez votre discours bancaire avant d'y aller, préparez ce que vous allez dire, et venez avec votre dossier, bien entendu, montez, finalisez et bossez. Si vous venez les mains dans les poches, simplement pour demander un financement, voilà, vous avez tout validé bien, vous avez tout bien fait jusqu'à maintenant, et vous allez en banque simplement pour valider votre financement, sans dossier bancaire, sans pièce justificatif, sans rien. Le banquier va pas vous prendre au sérieux. Il a énormément de clients à gérer, parfois plusieurs centaines, et il ne va pas avoir envie de perdre du temps avec vous. Donc plus vous lui mâchez le travail, plus vous venez préparer en amont avec un dossier solide et béton et clair, et plus vous aurez maîtrisé ce dossier en amont, plus vous aurez de chances de vous faire financer. Une fois toutes ces étapes validées, une fois que vous avez obtenu votre financement bancaire, félicitations, vous avez fait probablement le plus dur du parcours, le plus terrifiant, mais on n'arrête pas ici, on ne baisse pas sa garde, parce que le projet n'est pas terminé. Vous allez ensuite signer l'acte authentique de vente, ce qu'on appelle aussi la réitération. Donc vous allez devenir propriétaire du bien. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer les rénovations, s'il y en a. Vous allez pouvoir commencer le chantier de travaux. C'est là où le suivi va être capital pour avoir des bons partenaires, pour ne pas perdre d'argent et surtout pour ne pas perdre de temps. Parce qu'à partir du moment où la banque a accepté de vous financer, à partir du moment où elle vous a fait le prêt pour pouvoir faire l'acquisition du bien, vous allez avoir un crédit qui va courir. Alors, si vous êtes bien débrouillé, si vous l'avez fait aux bonnes conditions, vous aurez peut-être réussi à emprunter sur du 25 ans, ou en tout cas sur une durée la plus longue possible pour avoir des mensualités les plus basses possibles. Vous allez peut-être avoir un différé, c'est-à-dire que votre remboursement de crédit va commencer de manière différée dans le temps. Vous allez peut-être avoir 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois 3 ans dans certaines banques. 3 ans durant lesquels vous allez payer ou bien la totalité des mensualités, ou bien simplement les intérêts d'emprunt, ou bien seulement l'assurance. C'est le meilleur des mondes parce que si vous n'avez que l'assurance à payer tous les mois, ça va vous permettre de sécuriser toute votre gestion de chantier en termes financiers, en termes de fonds disponibles et de trésorerie, parce que vous n'allez rien avoir à mettre de votre poche et votre objectif c'est bien entendu que les locataires payent vos mensualités de crédit et couvrent à minima le crédit pour que vous puissiez avoir en plus de l'épargne résiduelle qui vous permette de payer vos charges et également de vous constituer un matelas de sécurité. Donc, à partir du moment où vous avez la date de signature de l'acte authentique, à partir du moment où vous savez quand est-ce que vous allez réitérer, vous prévoyez en amont le chantier avec les artisans. Si vous avez plusieurs artisans, vous les aurez coordonnés au préalable. Si vous avez un artisan tout corps d'état, et c'est ce que je recommande, vous lui aurez donné tous les détails du chantier, tous les travaux à réaliser, vous aurez vu avec lui le devis, vous l'aurez contresigné, vous aurez vérifié ses assurances décennales pour voir qu'il est bien à jour, et pour pas vous faire avoir, pour pas perdre des dizaines de milliers d'euros là-dessus, parce que finalement là on peut perdre le plus gros, c'est surtout sur la partie travaux, si on fait pas attention avec qui on travaille. Un conseil que je peux vous donner, une bonne plateforme avec des artisans de confiance, sur laquelle j'ai très rarement été déçu, c'est la plateforme Bilic. Donc je vous invite à aller voir les artisans autour de chez vous sur cette plateforme, à regarder bien sûr les avis, n'hésitez pas à demander des retours clients, des retours visuels de travaux déjà réalisés, n'hésitez pas non plus à aller demander à voir des chantiers qui sont peut-être en cours pour voir comment les artisans travaillent, et si vous voyez que c'est du travail bâclé, écoutez, n'y allez tout simplement pas, passez votre chemin et passez au suivant. Une fois la gestion de chantier terminée, une fois les travaux finalisés, si vous avez bien suivi le plan jusqu'à présent, normalement vous n'avez pas fait d'erreur, vous ne devriez pas avoir perdu trop d'argent, il se peut effectivement qu'il y ait des imprévus, il se peut que vous commettiez des erreurs en cours de parcours, mais vous n'aurez pas perdu grand chose, et si vous avez bien optimisé, vous devriez arriver à la fin avec un bien fini, selon ce que vous aviez ambitionné, et selon ce que vous aviez défini lors de la première étape. D'où l'importance de savoir se structurer, d'avoir une vision claire pour ces opérations immobilières. Une fois que vous aurez fini votre chantier de rénovation, vous allez commencer par rédiger une annonce. Ne rédigez pas une annonce bateau
avec 4, 5, 10 lignes. Faites quelque chose de vraiment précis. N'hésitez pas à vous aider de l'IA pour ça. Voilà, détaillez clairement tout ce qui se trouve dans votre logement, détaillez tous les points forts, tous les points clés, les axes de communication, les commodités, les commerces à proximité, les transports en commun s'il y en a, les écoles, les universités, les bassins d'emploi. Voilà, la liste est non exhaustive, mais en tout cas, mettez un maximum de détails pour pouvoir convaincre les futurs locataires que c'est l'endroit idéal, c'est le quartier, c'est la rue, c'est le numéro idéal pour vivre et pour se loger, et justifier par là même votre prix. Parce que votre objectif à vous, c'est de louer plus cher que le marché, parce que vous aurez bien fait les choses, vous aurez fait une rénovation de qualité, vous aurez choisi un secteur de qualité. Bien sûr, vous serez basé sur un prix moyen au mètre carré pour la location, mais ayez confiance en votre aptitude justement à faire mieux que les autres, parce que je vous promets, allez vous balader sur des sites d'annonces, vous verrez que ce qui est mis en location, les photos sont pourries, les annonces sont absolument pas détaillées, souvent c'est dans des quartiers qui n'attirent personne, les annonces restent en ligne pendant longtemps parce que personne ne veut se loger, même à des prix dérisoires. Donc, une fois que vous aurez fait tout ça, faites des belles photos de votre annonce, n'hésitez pas à faire appel à un photographe professionnel, claquer 200 balles pour avoir des belles photos, c'est très vite rentabilisé, rentabiliser ça en un mois de loyer finalement. Donc ne lésinez pas là-dessus, c'est l'étape finale, n'allez pas tout foutre en l'air, juste pour une économie de quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Faites un ameublement de qualité. Vous n'êtes pas obligé de faire un ameublement moderne comme tout le monde fait. Si vous avez du bagou, si vous avez un attrait pour la rénovation et la décoration d'intérieur, n'hésitez pas à mettre votre patte, à mettre du cœur à l'ouvrage pour le faire bien. Si vous êtes une quiche totale en décoration, ben encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider d'un décorateur d'intérieur qui va pouvoir vous donner des conseils et optimiser votre logement au mieux pour créer l'effet coup de cœur, pour que quand vos locataires potentiels arrivent lors des visites, ils se disent waouh, ok, là c'est différent de tout ce que j'ai l'habitude de voir dans le secteur, de tout ce que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'à maintenant, et vous allez faire la différence. Vous allez à nouveau pouvoir justifier le prix et à nouveau pouvoir un maximum de demandes de locataires et de locataires de qualité qui vont vous permettre de faire le tri et de choisir les meilleurs locataires potentiels qui vont vous payer sans défaut, qui vont vous payer à chaque fois à date et avec lesquels vous n'allez pas avoir d'ennui, qui vont pas vous déranger tous les 4 matins parce que ils trouvent pas une fourchette dans un tiroir, ils savent pas comment fonctionne le ballon, etc. Une fois que vous aurez fait tout ça, dernière étape, les visites avec les locataires. Donc si vous avez bien fait les choses jusqu'à maintenant, vous allez trouver des locataires de qualité qui auront vu votre logement et qui se seront positionnés dessus. Vous allez pouvoir demander tous les dossiers, toutes les pièces justificatives. Donc pensez bien à demander les derniers bulletins de salaire, les derniers avis d'imposition, les pièces d'identité. N'hésitez pas à demander si ils ont quelqu'un, si jamais par exemple c'est un étudiant ou quelqu'un qui gagne un peu moins bien que ce que vous estimez devoir pour votre logement. N'hésitez pas à demander si ont quelqu'un qui peut se porter garant pour eux. C'est toujours une garantie supplémentaire, c'est toujours sécurisant. N'hésitez pas à demander s'ils sont également éligibles à une garantie loyer impayé, ou alors, et ça je le recommande systématiquement, prenez une garantie loyer impayé. Si vous faites bien les choses, si vous sécurisez vos opérations au maximum, même si vous pensez avoir trouvé le locataire parfait, vous êtes jamais au bout de vos surprises, et je vous parle par expérience, il peut toujours vous arriver des problèmes que vous n'aurez pas anticipés et qui finalement sont presque pas de votre ressort. Il se peut que le locataire perde son emploi du jour au lendemain, soit finalement endetté et ne vous en ait jamais parlé. Il peut y avoir plein de problématiques comme ça qui peuvent faire que du jour au lendemain, vous percevez plus de loyer, vous êtes obligé de sortir l'argent de votre poche pour rembourser le crédit, ce qui, convenons-en, n'est absolument pas votre objectif initial. Une fois que vous avez fait tout ça, rédaction du bail, vous faites l'état des lieux, l'inventaire du mobilier, vous signez, vous remettez vos clés au locataire, et là, félicitations, vous empochez enfin vos premiers loyers. Vous avez sécurisé votre opération de A à Z, vous avez fait du sur-mesure, vous avez fait une opération qui vous correspond, vous avez compris les rouages et les mécanismes de l'immobilier, vous avez compris ce qui fonctionne pas, à quoi il faut faire attention, à quoi il faut être vigilant. Et donc tout ça aurait été à la fois un parcours d'apprentissage, un parcours d'expérience,
et une première mise à l'eau pour votre parcours d'investisseur immobilier. Donc, en règle générale, si tu cherches un plan d'action comme celui-ci, si tu veux approfondir toutes les étapes clés pour passer à l'action, enfin acquérir ton premier bien locatif rentable sur mesure qui corresponde à tes attentes, à tes objectifs, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp qui se trouve en description. Je fais souvent des vocaux, je partage souvent du contenu, je vais en profondeur sur des sujets niches mais cruciaux en immobilier qui sont assez peu évoqués. Il faudrait pas que tu manques ça. Tu pourras pas voir les précédents messages, donc plus tu tardes à rejoindre le canal, plus tu perdras en valeur. On se rejoint là-bas. Je te souhaite une très bonne journée et à la prochaine.